Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Marseille Politique. L'invité aujourd'hui, c'est Dominique de Villepin. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être notre invité sur BFM Marseille-Provence. Ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères. Vous êtes aujourd'hui à Marseille pour participer, entre autres, aux 85 ans des commémorations de l'appel de Londres. Au sommaire de cette émission, Dominique de Villepin, que reste-t-il du gaullisme en France? La polémique sur le jumelage, le déjumelage entre la ville d'Haïfa en Israël et la ville de Marseille. Le contexte international, évidemment, inquiétant avec les frappes d'Israël en Iran. Le contexte en France aussi, sécuritaire, social. Merci d'être notre invité. Marseille Politique, c'est parti. On va commencer avec le contexte international. Le 13 juin dernier, Israël a attaqué par surprise l'Iran avec plusieurs bombardements, différentes cibles, principalement des cibles militaires et des cibles nucléaires. Israël se justifie en disant vouloir mettre fin au programme nucléaire en Iran. Il y a beaucoup de pays, beaucoup de chefs d'État qui ont condamné ces attaques. De son côté, Emmanuel Macron a indiqué soutenir le droit d'Israël à se protéger et à assurer sa sécurité. En tant qu'ancien ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, quel regard vous portez sur ces attaques ? Nous avons une responsabilité particulière compte tenu de la place de la France dans le monde et compte tenu de l'expérience qui est la nôtre. Il y a une préoccupation légitime de la part d'Israël concernant le programme nucléaire iranien. Est-ce que cela justifie une guerre préventive? Est-ce que cela justifie une politique de changement de régime, comme l'affirme aujourd'hui Benjamin Netanyahou? Est-ce que cela justifie de prendre le risque de frapper des installations nucléaires, avec toutes les incertitudes qui sont derrière? Non. La responsabilité, c'est d'aller jusqu'au bout du processus qui a été engagé par les Américains avec l'Iran, un processus de négociation diplomatique. Ce n'est qu'au terme de ce processus de négociation qu'il est possible d'envisager d'autres options. Donc, poursuivons cette logique de négociation. La position, malheureusement, aujourd'hui de Donald Trump est une position qui reste très ambiguë et qui joue sur les deux tableaux, soutenant d'un côté Israël, demandant la capitulation de l'Iran. Ma conviction, c'est que toute la communauté internationale, et on voit le G7 réuni au Canada, même si Donald Trump l'a quitté il y a quelques heures, l'affirmation d'une responsabilité dans la recherche d'une solution négociée, politique et diplomatique me paraît indispensable, parce que la logique de l'escalade nous envoie dans une aventure que personne ne peut maîtriser. Aventure qui est bien sûr celle d'un élargissement du conflit, le détroit d'Ormuz, l'ensemble des circuits économiques internationaux, des populations civiles qui souffrent de part et d'autre. En Israël, on le voit avec les bombardements iraniens et bien sûr en Iran où les populations civiles sont également frappées au-delà des frappes ciblées sur la hiérarchie militaire, sur la hiérarchie nucléaire des scientifiques. Donc il faut arrêter cet engrenage parce que l'expérience nous l'a appris. Nous l'avons vécu en Irak, nous l'avons vécu en Libye. La politique de guerre préventive est une politique qui mène à l'impasse et au chaos. Nous ne pouvons pas, dans un monde dangereux, dans un monde qui est aujourd'hui si fragile, faire cette politique d'incertitude. Objectivement, aujourd'hui, est-ce qu'il faut craindre une attaque des États-Unis en Iran ? Est-ce que c'est possible? Il y a des signaux contradictoires. On voit des bombardiers se diriger vers la région, des avions ravitailleurs. Les Américains sont les seuls à disposer des moyens, et en particulier avec les fameuses bombes anti-bunker, des moyens de perforer, de briser le système nucléaire en profondeur, même si certaines localisations restent encore en pointillé, mais une grande partie de ce programme nucléaire est très protégé dans des zones montagneuses où il est très difficile donc de le frapper et d'y accéder. Mais on voit bien que nous rentrons là dans une étape nouvelle de ce conflit et qu'il y a aujourd'hui, et il faut se le rappeler, il y a aujourd'hui une voie alternative. Il faut aller jusqu'au bout de la négociation politique qui est entamée. Ne l'oublions pas, c'est Donald Trump qui a arrêté
l'accord de 2015. En 2018, il a balayé cet accord. Et c'est un accord qui, pendant ces 3 années, a fonctionné. Donc, puisque la voie diplomatique est possible, on peut penser qu'aujourd'hui, compte tenu de sa situation, les autorités iraniennes seront disposées à avancer dans ce sens. Toute la pression de nos États doit être mise sur cette logique de négociation. Emmanuel Macron, le président français, indique soutenir le droit d'Israël à se protéger et à assurer sa sécurité. Est-ce que sa position est assez ferme ? La légitimité d'Israël à se protéger est entière, mais Israël n'a pas été attaqué. Certes, il y a eu menace sur le programme nucléaire iranien, c'est pour cela que nous ne pouvons pas laisser passer le franchissement d'un certain nombre de seuils par l'Iran, mais nous avons le choix des moyens. Et aujourd'hui, c'est les moyens diplomatiques qui doivent être ceux que nous soutenons et employons, parce que le droit international est... Il faut comprendre que le droit international, c'est pas un leitmotiv, c'est pas quelque chose qu'il faut invoquer de façon formelle. Cela nous engage, parce que ne pas respecter le droit international ou le droit humanitaire, comme cela doit être le cas à Gaza, nous fait rentrer dans des engrenages qui introduisent encore plus d'instabilité. Aujourd'hui, c'est Israël qui invoque ce droit à se défendre. Mais demain, n'importe quel État, n'importe quel régime autoritaire sera fondé alors à intervenir. Que dire à Vladimir Poutine quand il intervient en Ukraine? Donc, cette légitimité à se défendre est un argument qui ne tient pas devant le droit dès lors qu'il n'y a pas d'attaque formalisée et que la menace, nous la connaissons depuis plusieurs années. L'Iran, certes, se rapproche du seuil, mais l'Iran n'a pas engagé un processus de fabrication d'une arme nucléaire et reste encore à plusieurs mois, sans doute même un peu plus d'1 an de cette possibilité, et c'est le cas depuis plusieurs années. Et c'est pour ça donc qu'on parle d'attaque préventive et non pas d'attaque défensive. Est-ce qu'Emmanuel Macron, rapidement, doit être plus ferme? Emmanuel Macron doit affirmer ce qu'est la parole de la France et la vocation de la France depuis toujours, de refuser cette logique de guerre préventive, de refuser la logique de changement de régime. Nous l'avons connu dans le passé. Saddam Hussein a été écarté du pouvoir et il y avait l'espérance américaine d'un Irak stable et démocratique. Nous avons vu le résultat, le chaos et le terrorisme. Ne l'oublions pas, le terrorisme de l'État islamique, c'est la conséquence de l'échec de l'intervention américaine en Irak. De la même façon en Libye, pays qui est encore aujourd'hui en guerre civile et soumise au chaos, c'est le résultat d'une intervention militaire avec cette logique de changement de régime. Donc, c'est véritablement la politique du pire. Nous devons être responsables. Nous devons avoir le sang-froid à chaque étape d'adopter les meilleurs outils. Et la voie diplomatique, puisqu'elle est possible, puisqu'elle est sur la table, puisqu'elle est enclenchée, doit être poursuivie jusqu'à son terme. Vous dénoncez notamment de la part du président de la République des positions un peu floues. Les vôtres, elles ont toujours été fermes. On se rappelle en 2003 un discours devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous étiez prononcé contre l'invasion des alliés en Irak. Aujourd'hui, vous vous prononcez et vous êtes l'un des seuls à droite en faveur de la cause palestinienne. Est-ce que vous n'avez pas peur que ce conflit en Iran, il éclipse la situation compliquée, sanitaire notamment à Gaza? Bien sûr. Alors même que le drame se joue encore tous les jours à Gaza, encore une 50aine de morts dans les dernières heures à Gaza, dans la population civile. Donc, nous ne devons pas détourner l'attention. Et de ce point de vue-là, je veux dire avec beaucoup de fermeté, la France s'était engagée, et je l'ai saluée, dans un processus de reconnaissance de l'État palestinien dans le cadre de la conférence qui devait se tenir aujourd'hui même à New York. Cette conférence, elle a été annulée pour des raisons matérielles et pratiques évidentes. Mais la reconnaissance par la France d'un État palestinien ne doit pas relever d'une logique d'opportunité liée à des circonstances, à un processus, à des conditions. Le principe de la reconnaissance de l'État palestinien par la France, voilà ce qui doit être soutenu. Et donc, en dehors de tout processus, en dehors de toute condition, nous devons soutenir cette reconnaissance. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que dans la stratégie du gouvernement de Benjamin Netanyahou, c'est toute la question palestinienne que l'on veut effacer. C'est un déplacement de la population de Gaza qui est visé. Et donc, rappeler que nous ne céderons pas sur cette reconnaissance, que nous reconnaissons l'État palestinien, c'est en quelque sorte marquer à
toutes les autorités israéliennes que ce principe n'est pas négociable. Et je crois qu'à un moment où véritablement cette question se pose, il est important pour la France de le faire, et de le faire parce qu'aujourd'hui, elle serait le premier pays membre du Conseil de sécurité, le premier pays qui a cette importance et cette voix sur la scène mondiale à le faire. Nous pourrions enclencher alors le chemin pour d'autres États et marquer véritablement l'histoire. Est-ce que vous comprenez que cette situation à Gaza soit suivie de près ici en France et notamment à Marseille, avec parfois des répercussions? Récemment, il y a quelques jours, il y a ce local du Parti socialiste à Marseille qui a été tagué, avec plusieurs tags qui ont été découverts sur la façade de ce local du Parti socialiste à Marseille. On les voit avec notamment marqué traître, vous les voyez à l'image, ces tags qui ont été découverts. C'est à Marseille et puis dans notre ville. À Marseille, il y a aussi cette polémique sur un éventuel déjumelage de la ville de Marseille et de la ville d'Haïfa en Israël, demandé, souhaité par plusieurs élus et principalement des élus de la France insoumise. Faut-il, oui ou non, déjumeler les deux villes, Marseille et Haïfa? Et faut-il que Marseille, comme le souhaite Benoît Payan, soit jumelée avec une ville de Cisjordanie actuelle? L'engagement de la France doit être un engagement fidèle à la vocation qui est la nôtre. La défense du droit, la défense humanitaire de toutes ces populations qui souffrent, la défense des otages, dont nous devons continuer à nous battre pour la libération. Mais nous devons le faire dans le respect des peuples. Vous voyez, dans tout ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, on parle de la position des États, on parle de changement de posture de tel et tel État. Mais la réalité, c'est que ce sont les peuples qui souffrent. Et donc nous devons être guidés par le souci de défendre ces peuples. Et dans le cadre de cette politique, bien évidemment, les jumelages doivent être préservés. C'est les relations de ville à ville, c'est les relations de peuple à peuple. Et ceci ne doit pas être entaché par une vision politique trop étroite qui porterait atteinte aux valeurs mêmes que nous défendons. Donc oui, d'autant que la ville d'Haïfa, le maire d'Haïfa est un opposant à la politique de Benjamin Netanyahou. Donc je crois que ce serait un mauvais signal que d'aller à l'encontre, d'autant que je crois comprendre qu'il y a aussi le projet d'un jumelage avec une ville de Cisjordanie. Je crois à cette logique qui est celle de la France, d'une France ouverte, d'une France fraternelle, d'une France qui travaille pour la paix et qui le fait en liaison avec les peuples du monde. Et sur l'importation du conflit en France, est-ce qu'il y a un risque? Le risque existe, bien sûr, et c'est pour cela que nous devons être vigilants. Nous devons refuser toute essentialisation de ce conflit, être très attentif devant la montée de l'antisémitisme, de toute forme de racisme qui existe dans notre pays. Nous voyons bien que les esprits s'échauffent, qu'on voudrait trouver des boucs émissaires. La communauté juive en France n'est pas responsable de la politique menée par Benjamin Netanyahou. Et donc nous devons éviter à tout prix. Pour cela, la diplomatie française doit être ambitieuse. J'ai toujours pensé qu'une diplomatie ambitieuse de la France, une diplomatie équilibrée de la France était notre meilleur bouclier. Meilleur bouclier contre les divisions au sein de la communauté nationale. Meilleur bouclier contre les risques de montée du terrorisme. Car ne l'oublions pas, dans cette période de grande tension, le terrorisme qui est opportuniste constitue une menace qui s'accroît. Donc nous devons être vigilants, nous devons être unis, nous devons être concentrés sur l'essentiel. Et aujourd'hui, la responsabilité de la France, eh bien, c'est d'être fidèle à son héritage. Je dis ça le 18 juin, où le pouvoir de dire non du général de Gaulle vaut aussi en matière internationale quant à cette tentation éternelle et récurrente de l'emploi de la force. Et c'est pour cette raison que vous êtes à Marseille aujourd'hui pour principalement assister aux 85 ans de l'appel du général de Gaulle, l'appel de Londres. Une cérémonie a eu lieu ce matin à Marseille, place du général de Gaulle, tout en bas de la Canebière. Vous étiez présent en présence du préfet de région, du maire de Marseille également. Pourquoi vous avez choisi la cité phocéenne pour cette commémoration ? Marseille est une des grandes capitales françaises de la résistance. De très grandes figures, Berthier Albrecht, Gaston Defferre, nous avons tous en mémoire ces noms de grands mouvements de résistance, participant au Conseil national de la résistance, ont trouvé leur origine à Marseille. Combat, libération et combien d'autres. Donc il y a là véritablement un symbole très fort. Et Marseille, grande ville de la Méditerranée, sourire de la Méditerranée, disait à l'époque le pape, eh bien c'est une ville qui, plus que d'autres,
vit et vibre au rythme de ces tragédies qui endeuillent l'ensemble de notre pays et l'ensemble du pourtour méditerranéen. Donc pour moi, c'était véritablement un symbole fort, un hommage fort à rendre aux Marseillaises et aux Marseillais, dont l'exemple historique doit continuer de nous guider. Vous êtes entretenu après cette cérémonie avec Benoît Payan, le maire de Marseille. Qu'est-ce que vous pensez de lui et quelle était la nature de vos échanges? Alors, nous ne partageons pas les mêmes positions sur beaucoup de sujets, mais le souci de ne pas se diviser dans cette période, le souci de montrer une France qui est capable de se rassembler sur l'essentiel, d'une France qui est capable de rayonner. Benoît Payan m'évoquait un certain nombre de ses déplacements récents en Arménie, en Algérie. Il y a cette exigence pour la France de rayonnement dans le monde. La voix de la France, elle est attendue. Et donc, que les grands maires des grandes villes de France puissent être au centre, aux avant-postes de ce rayonnement français, c'est une démultiplication de la voix de la France. Et puis, c'est une façon pour notre peuple de montrer à quel point nous sommes au rendez-vous de l'histoire, à un moment où l'inquiétude est partagée partout. Partout dans notre monde, chacun est inquiet de voir cette planète qui s'enflamme à nouveau, de voir la guerre qui se répand à nouveau, et dans tous les domaines. Et justement, dans cette France que vous décrivez, que reste-t-il du gaullisme en termes d'idées, en termes d'élus, de personnes qui l'incarnent? C'est un principe central de notre vie publique, même si on n'en parle pas tous les jours, elle est au cœur de l'engagement de beaucoup de nos concitoyens. Pourquoi? C'est d'abord un principe de résistance. La France n'a pas à se laisser entraîner dans des aventures qui ne sont pas des aventures guidées par l'intérêt général. Donc il y a un principe de responsabilité dans le gaullisme. Et puis il y a un principe d'indépendance. La France doit être souveraine. La France ne doit être alignée sur personne. Nous devons être capables de défendre nos intérêts et notre vision. Ça veut dire une souveraineté en matière militaire, mais aussi une souveraineté en matière économique et technologique, dans un monde où la technologie est de plus en plus importante. Et puis la France, du général de Gaulle, le gaullisme, c'est l'exigence et le souci d'équilibre. L'ordre républicain, on voit à quel point tant les menaces qui pèsent sur la sécurité à travers nos territoires est importante. L'ordre républicain doit être au rendez-vous, mais aussi la justice sociale. Le grand message du Conseil national de la résistance en 1944, c'est que tous, nous pouvons travailler ensemble. Et à un moment où la France fait face à tant de menaces, cet exemple, il mérite à nouveau d'être médité. Et comment mieux l'exprimer qu'à l'occasion d'un rendez-vous comme ce 18 juin, qui permet de marquer cette exigence à la fois d'intérêt général et d'indépendance. On va parler de la situation en France dans un instant, mais sur la situation internationale, vous parlez du général de Gaulle. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui, selon vous, à Donald Trump, à Israël ? Personne ne peut parler à la place du général de Gaulle, mais l'héritage français, c'est un héritage de responsabilité. Qu'on se souvienne du discours du général de Gaulle en 1966 à Phnom Penh, alors que se développait la guerre du Vietnam. Une exigence de responsabilité et une capacité à tirer les leçons de l'histoire. Ce qui se produit en ce moment, l'engrenage que nous voyons se développer au Moyen-Orient, c'est un engrenage dont nous connaissons l'issue. C'est beaucoup de malheur, beaucoup de souffrance pour les peuples. Et c'est un engrenage qui ne permettra pas de faire avancer les choses. Aujourd'hui, Israël n'a pas la capacité de détruire seul les installations nucléaires iraniennes. Et il faudrait que les États-Unis se joignent à l'Iran. On imagine à quel point cette bataille conjointe d'Israël et des États-Unis aurait un impact extrêmement fort au Moyen-Orient. Un impact extrêmement fort dans l'équilibre mondial. Donc un risque de déstabilisation. Et nous avons, je le redis, la possibilité d'avancer par la négociation, par la diplomatie. Nous pensons, ou certains croient, que la guerre est le plus court chemin. Je l'ai dit à la tribune des Nations Unies. La guerre, en l'occurrence, n'est pas le plus court chemin. C'est la souffrance, le chaos et le malheur. C'est au contraire la voie politique, et c'est celle qui doit être empruntée à Gaza. Il est temps que la tragédie s'arrête à Gaza, comme il est temps que les armes se taisent
et que la négociation l'emporte. Sur la situation en France, vous venez de le dire, vous dites il n'y a pas d'ordre républicain sans justice sociale. Récemment, dans différentes interviews, vous décrivez une crise de décivilité que vit actuellement la France. Le contexte est compliqué. On va parler notamment de ces attaques au couteau qui se multiplient. On va regarder ensemble un chiffre. C'est le chiffre de 2024. Il y a eu en France 10 397 attaques au couteau. Le chiffre ne cesse d'augmenter. Ça fait en moyenne 28 attaques par jour. Ça concerne principalement des jeunes. Cette crise de décivilité que vous décrivez, eh bien, est-ce qu'elle concerne les jeunes Français ? Les actes sont de plus en plus violents et nous devons donc nous inquiéter de cette évolution et ils se font souvent de plus en plus jeunes. Et cela, effectivement, traduit une évolution de notre société. Nous le vivons dans la rue, nous le vivons dans le métro, nous le vivons y compris dans nos campagnes. Il y a là donc une inquiétude et il y a une politique qui doit prendre la mesure de cela. Bien sûr, sur le plan de la sécurité, le gouvernement s'est réuni après le drame de Nogent pour envisager l'interdiction des couteaux, pour envisager des portiques à l'entrée des écoles. Mais tout cela n'est pas suffisant. Il faut jouer sur chacun des aspects. La sécurité, la justice, bien sûr, qui doit prendre la mesure et le faire dans des délais qui soient en rapport avec la réalité de ces menaces. Prendre en compte la dimension de santé mentale qui pèse aussi aujourd'hui gravement, on le voit dans l'évolution de beaucoup de jeunes. À cause de quoi, selon vous ? Alors, il y a des éléments technologiques, on l'a souvent souligné, les écrans, les réseaux sociaux. Il y a la solitude qui a pesé très lourd. Le Covid, de ce point de vue-là, a marqué une étape. Et donc, nous devons être capables de davantage d'accompagnement. Accompagner ceux qui sont déscolarisés, ceux qui sont décrocheurs ou qui n'ont jamais été accrochés par le système scolaire, accompagner les familles qui sont souvent en grand désarroi. Donc de ce point de vue-là, oui, il faut une politique publique globale, prendre la mesure. Financièrement ? Oui, mais c'est en cela qu'il faut être capable de dépenser mieux. Nous avons vu nos budgets sociaux augmenter et pourtant l'insécurité continue de se dégrader. C'est dire que du point de vue des services publics, il y a une responsabilité. Nous devons faire en sorte que nos services publics, tous nos services publics, c'est vrai à l'école, c'est vrai à l'hôpital, c'est vrai pour tout ce qui est des services de sécurité, soient davantage mobilisés avec des moyens suffisamment adaptés. Et nous devons le faire sur l'ensemble du territoire, ce qui veut dire que l'articulation entre la responsabilité nationale et celle des territoires doit être revue. Sur les questions, par exemple, de déconcentration ou de décentralisation. Et l'exemple de Marseille est intéressant. Il y a une police municipale active. Le rapprochement avec la police nationale doit encore être plus étroit sur les différentes heures de la journée, sur les différentes portions du territoire. La relation avec la justice, c'est bien dans la conjugaison des services publics, la coordination des services publics qu'il y a, je crois, des moyens d'être davantage efficaces et de tirer les leçons de tous ces drames qui se multiplient. Est-ce que cet héritage d'un pouvoir centralisé avec des décisions qui se prennent à Paris, eh bien aujourd'hui ça pose problème selon vous ? Oui, je pense que c'est effectivement dans une logique de proximité que l'on peut être le plus efficace. Donc l'évolution des dernières années, renforçant les polices municipales, tout ça va dans le bon sens, coordonnant l'action des polices municipales et les moyens de cette police en les renforçant avec la police nationale permet d'aller plus loin. Et puis, on le voit, il y a aujourd'hui des trafics, il y a aujourd'hui des gangs organisés dont il faut prendre la mesure. La création du parquet anticriminalité est un élément qui va permettre de changer la mobilisation, le niveau de la mobilisation. C'est toutes ces structures qui doivent trouver leur place les unes avec les autres pour mieux servir les Français. Le général de Gaulle était dans la lignée de ce pouvoir central. Oui, dans une autre époque, dans un autre monde. Le monde a changé, les besoins ont changé, les menaces ont changé aussi, et elles se font plus prégnantes en différents lieux des territoires, et en particulier dans les grandes métropoles. Donc il faut savoir s'adapter à ces différentes évolutions, et
et bien sûr prendre les moyens qui sont nécessaires. Depuis cette décentralisation qui a été entamée, il y a beaucoup de fonctionnaires, le nombre de fonctionnaires a diminué. Alors ça, c'est un problème. Vous allez animer, à augmenter, le nombre de fonctionnaires a augmenté. Vous allez animer en fin de journée une conférence à la faculté de la Canebière qui est intitulée « Crise institutionnelle et ses enjeux contemporains ». Si selon vous, il fallait modifier des institutions en France, en priorité, il faudrait modifier lesquelles? Alors, d'abord, je suis très attaché à la Constitution de 1958 et c'est une Constitution qui a donné à la France une stabilité institutionnelle. Mais nous voyons bien qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à de plus en plus de problèmes. À mon sens, le problème est davantage la pratique que la Constitution. La pratique, on le voit bien dans le travail de l'exécutif. Sortir d'une verticalité présidentielle qui a enfermé le président de la République dans une responsabilité tous azimuts. Il s'occupe de tout et à la fin de la journée, évidemment, il n'est pas capable de régler tous les problèmes. Donc il faut que le président retrouve sa responsabilité d'arbitre, de garant de la continuité de l'État et d'inspirateur de la nation. Et le Premier ministre renforcé, et je pense qu'il y a une mesure à prendre, parce que depuis 2022, nous avons des premiers ministres qui n'ont pas de majorité parlementaire, et l'une des réponses devrait être l'obligation pour le Premier ministre d'engager sa confiance devant le Parlement. Ça veut dire que depuis 2022, Madame Borne, Monsieur Attal auraient dû former des gouvernements et établir un programme d'action politique qui est l'agrément du Parlement. Cela aurait obligé ces différents gouvernements à concentrer leur action sur quelques objectifs partagés par le Parlement. Et nous aurions pu ainsi faire un travail législatif au service des Français beaucoup plus efficace que ce que nous avons connu. La démocratie française se contente trop souvent d'un 50% plus une voix. Ça veut dire qu'on ne prend pas en compte les minorités, et des minorités qui sont importantes. On l'a vu avec la réforme des retraites. Une majorité du pays était contre cette réforme. Cette réforme s'est faite contre le peuple. Il y a aujourd'hui le besoin d'aller plus loin dans la démocratie française. Le référendum, les conventions citoyennes, les parlements des jeunes, permettre à chacun de peser davantage sur l'avenir démocratique de notre pays. Est-ce qu'il n'y a pas trop de collectivités territoriales selon vous? Par exemple, ici à Marseille, un Marseillais, eh bien, il y a plusieurs instances au-dessus de lui. Il y a notamment le département, la métropole et la région, avec toujours ces problèmes d'attribution de compétences. C'est ça concrètement qui pose problème au quotidien. Il y a une complexité, et c'est vrai qu'il faudra en supprimer. Il y a un millefeuille administratif qui doit conduire à choisir des niveaux prioritaires. Et ça, je pense que ce sera au cœur de la campagne de 2027, parce que nous devons être plus efficaces sur le plan de la réponse à la fois de l'État et des collectivités. Donc il faut choisir les niveaux qui sont véritablement les plus adaptés. C'est un enjeu de politique nationale et locale extrêmement complexe, donc on ne le réglera pas ce matin. Mais oui, il faudra avoir le courage de mettre un peu d'ordre dans tout ça. Dominique de Villepin, plusieurs interviews accordées ces derniers jours à différentes presses avec des prises de position. Aujourd'hui, vous êtes à Marseille pour commémorer les 85 ans de l'appel du général de Gaulle. On a le sentiment que vous êtes un peu en campagne. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous pensez à 2027? Je suis surtout inquiet et mobilisé pour essayer de faire avancer des réponses pour la France dans une période de grande gravité. Cette gravité, elle s'exprime sur le plan national. Notre pays est à l'arrêt, l'économie est à l'arrêt, les entreprises ne savent pas de quoi demain sera fait. Une France sans prévisibilité, on le voit en matière budgétaire, nous ne savons pas de quoi le budget sera fait. C'est une France qui s'inquiète d'autant plus quand elle regarde les actualités et qu'elle voit que le monde s'enflamme, que les dirigeants du monde ne sont pas capables d'être d'accord et que trop souvent la fuite en avant est la seule règle de ces dirigeants. Donc le principe de responsabilité doit être rappelé. Moi, je suis un ancien Premier ministre. J'ai eu la chance d'avoir une expérience. J'ai eu la chance de servir auprès de quelqu'un comme Jacques Chirac. J'appartiens à une lignée gaulliste qui a traversé beaucoup d'épreuves. Et donc je suis là pour apporter une expérience, un regard, un témoignage. Est-ce que vous pourriez être candidat à la présidentielle de 2027? La réponse viendra le moment venu. Les Français vous ne sont pas... Vous l'excluez ou pas? Non, je n'exclus rien, bien au contraire. Je travaille aujourd'hui à préparer des réponses pour les Françaises et les Français. Nous verrons quelle sera la meilleure incarnation pour apporter ces réponses. Mais je suis tout à fait désireux d'être aux avant-postes de ce combat.
Merci beaucoup, Merci à vous. Dominique de Villepin, ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères de la France. Merci d'avoir été l'invité de Marseille Politique. Vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant sur BFM Marseille-Provence. À tout de suite.